Ok, nous montons dans les marches. Alors, les marches, pour tous ceux qui n'auraient pas très clair la géographie, puisque là, dessiné comme ça, on ne comprend pas du tout où on est. Dès que vous dépassez la frontière, vous êtes en Toscane. Donc, c'est le visage adriatique de la Toscane. Bon, dit comme ça, les gens vont un peu m'haïr. C'est une très jolie région, de nouveau, un très beau littoral, avec des très jolies plages, un peu plus connues que les Abruzzes, mais quand même, toujours un lieu assez paisible où éventuellement passer l'été, je vous l'assure. Pareil, donc avec une belle partie d'Apennins qui commence un tout petit peu à descendre, mais aussi une zone, disons, de collines assez souple qui arrive jusqu'à la mer. Et ici, on trouve donc un cépage qu'on appelle Verdicchio et que vous avez dans le verre. Voilà. Donc, le Verdicchio est un cépage fait de... Yep. Ouais, ne vous inquiétez pas. Voilà. Le Verdicchio est un cépage qu'on a vu pas tout à fait en direct, mais de façon indirecte à Soave. C'est le cépage complémentaire de la Garganega sur les terroirs donc, de Soave. C'est donc l'une des variantes nobles de ce fameux uni blanc. Ça fait partie donc de la même famille, mais avec donc quelques lettres de noblesse. Donc Trebbiano di Soave, aussi Trebbiano di Lugana, donc toute la partie lac de Garde, qui va être toujours dédiée à ce clone donc, de Trebbiano. On l'appelle Verdicchio de la même façon qu'on appelle la Verdeca, de façon qu'on appelle il Verduzzo, parce que même mûr, la peau continue de garder des reflets verts. Et un peu dans les vins, si plaisir du vigneron il y est, on a toujours cette tendance à signaler des arômes verts, et notamment des notes de céleri, de fenouil qui font partie de l'ensemble. Anis étoilé, voilà, ces sensations de fraîcheur rafraîchissantes qui lui ont donné son nom. Voilà, ça c'est pêle-mêle, donc c'est assez simple. Qui est né avant, l'œuf ou la poule? Bouh. Il paraîtrait avoir des traces romaines donc, sur la cultivation du Verdicchio dans les Marques, qui aurait donc par la suite être exporté en Vénétie, ou vice-versa, point d'interrogation. Il pourrait être l'inverse. Certains prônent plutôt une naissance dans la Vénétie et puis une importation dans les Marches autour du XVe siècle. Bon, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que c'est une belle variante donc, de cette grande famille des Trebbiano qui est plutôt intéressante. Il a eu un boom vraiment impressionnant dans les années 90. Alors, on parlait de Verdicchio à tout va et les vignerons roulaient les mécaniques et aussi sur des belles voitures. La mode du Verdicchio est un tout petit peu en perte de vitesse, on en voit moins. On est en train de redimensionner ce phénomène qui est le phénomène du Verdicchio, mais il y a à peu près 3000 hectares de Verdicchio, la plupart concentrés dans les Marches, même si donc, on a deux appellations fondamentales, celle liée au Castelli di Jesi et une toute petite enclave qui est celle de Matelica, beaucoup plus petite, parce qu'on est à 2500 versus 300 hectares. Donc voilà, David contre Goliath. Je vous invite à aller visiter Jesi, qui est une ville superbe, toute petite, mais vraiment très jolie. Et nous allons goûter, en revanche, une version qui est une version historique, puisque la famille Bucci s'occupe de viticulture depuis 6 générations. 400 hectares appartiennent à la famille, donc une vingtaine plantés à vignoble, puisque les Marches restent encore un terroir agricole sur lequel une agriculture mixte, donc une vraie activité agricole complète, se développe. Et d'ailleurs, dès que je vous montrerai les photos, je peux le faire dès le départ, vous verrez qu'en effet, vous voyez bien, les vignes s'entremêlent
a une activité agricole florissante, très différente et très différenciée. Donc, arbres, pâturage, vignes, autres cultivations, terrains jachères, voilà, ça c'est les marques. Donc une terre qui est une terre agricole en premier lieu et par la suite dans laquelle la viticulture fait partie intégrante d'un panorama agricole tout à fait développé et florissant. Donc, influence maritime, bien évidemment, une légère altitude. Nous commençons à être sur les prés, sur les piémonts des Apennins, mais c'est plutôt vallonné, c'est plutôt intéressant. Sur le Verdicchio et sur les marches, on a généralement deux parties. On a donc le Verdicchio de bord de mer, ce qui a encore un minima d'influence, et un Verdicchio un tout petit peu plus à l'intérieur des terres, d'ailleurs qui est celui qu'on goûte, parce que les vignes sont entre Cupola-Montana et Staffolo, donc c'est plutôt un Verdicchio des montagnes et pas forcément un Verdicchio de plage, mais c'est juste voilà, une petite nuance. Nous sommes entre 200 et 500 mètres et nous sommes sous terrain sédimentaire, donc argilo-calcaire si on veut rester un peu large. Il y avait une vraie tradition de vin élevé, ça veut dire sur lit avec des élevages assez longs, de style bourguignon, mais sans que le bois soit vraiment très prépondérant. Il existe une zone classico qui donc redimensionne l'appellation, même si l'appellation n'est pas très grosse. On a une version supérieure et on a aussi une version riserva qui se voit de moins en moins, puisque évidemment en rallongeant les temps d'élevage, on n'est pas forcément dans le leitmotiv actuel. Donc la partie riserva dei Verdicchio est en régression. La partie classique supérieure, en revanche, est toujours très active et très présente. Le Verdicchio est capable de faire des très jolis degrés d'alcool. Peut arriver jusqu'à 14,5. D'ailleurs, dans le moment du boom, on a sorti des gros monstres à 14,5 avec des bouches et des corps très charpentés. Bon, on se redimensionne, on redevient un peu plus humain sur des blancs plus buvables et plus classiques. Et voilà, donc Bucci dans la version classico supérieure. Voilà. Oui, Matteo, il y a une question là? Oui. Température, parce que par exemple l'Adriatique est très enclavé, finit en cul-de-sac sur le golfe de Trieste. Donc par exemple on a eu des soucis à une époque moins regardante sur les algues vertes. Toute cette partie-là brasse énormément de sable. Les plages, les fameuses plages merveilleuses commencent par Lignano Sabbiadoro et descendent Rimini Riccione, avec des kilomètres et des kilomètres de plage, puisque l'Adriatique brasse tout le résidu et tout l'apport matériaux va s'aréner là. Plus vous descendez en revanche vers le bas, Canale di Sicilia, toute cette partie, vous avez une Méditerranée beaucoup plus terrifiante. Déjà, le détroit de Messine a des courants vraiment très impressionnants. Les Grecs disaient que c'était le lieu de vie de deux monstres marins, Scylla et Charybdis, qui emportaient les bateaux, parce que les courants sont des courants monstrueux. Pendant très longtemps, on fait un classement des littoraux italiens, et la Sicile a toujours eu plein d'étoiles, des eaux magnifiques, tout à fait clean, tatita. C'est pas parce que les Siciliens soient particulièrement écologiques, c'est qu'il y a un courant tellement terrible que ça emporte tout pendant l'hiver. Et si vous descendez en Sicile le mois d'avril-mai, les températures vous permettraient même d'aller vous baigner. La température, c'est 17 degrés quand même. Et vous êtes en plein dans la Méditerranée. Il y a des thons, il y a des gros poissons d'haute mer. Donc, plus vous vous encaissez vers le haut de la Méditerranée, plus la circulation des eaux baisse, plus vous avez des côtés réchauffement, même des eaux, plus en revanche vous êtes vers les Méditerranées, même côte africaine,
et donc le passage et les gros courants, plus vous avez une Méditerranée bien plus rafraîchissante, active, puissante, que non celle du nord de l'Adriatique. Mais en termes de composition, on est à peu près sur les mêmes salinités, on est à peu près, je ne suis pas une spécialiste de la composition marine, mais on est sur... et la faune est légèrement différente. C'est vrai que même en termes de oasis marines, on en a vers Trieste, on en a vers Syracuse. La population en termes de faune n'est pas la même. Mais voilà. Moi, pour ce qui me concerne, le premier degré de changement, c'est vraiment la température de l'eau qui est différente par rapport. Mm-hmm. 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 Limpide et fluide, avec de légères larmes, pas de dépôt apparent. On va passer au premier-né. Le premier-né est agréable, il est très ouvert, avec des notes de fleurs blanches, Mm-hmm. des fruits blancs aussi, comme la pomme, la poire. Après agitation. Ouais, j'ai toujours ces arômes de poire, de pomme. On va passer à la bouche. L'attaque est souple, très agréable, très fraîche aussi, avec des arômes confirmés en bouche, tels que les fruits blancs. Un petit côté herbe aromatique aussi, je trouve en fin de bouche, presque un petit peu salin aussi toujours. Et il est plutôt ample, tout en étant agréable. Et il se boit facilement. Et la longueur en bouche n'est pas très longue, mais suffisante. Pour une légère acidité en fin de bouche, mais pas d'astringence, je trouve, ou très légère. Pour la garde, je pense qu'on pourrait le garder encore 2-3 ans, mais on peut le consommer dès maintenant. Mm-hmm. Et la température de service est bonne, je pense entre 12 degrés et 10 et 12 degrés, pas plus chaud. Et pour ce qui est de l'accord mets et vins, j'ai un petit peu remixé un plat qu'on sert au restaurant. C'est des grosses langoustines d'Atlantique, juste au cheddar, avec un bouillon de langoustine, qu'on pourrait donc accorder avec un bouillon au thym, et des pommes de terre râpes. Simple et efficace. Et voilà. Ça me donne faim, déjà. Voilà, oui, je suis bien d'accord. Vous seriez surpris, en revanche, de la capacité de vieillissement de ce vin, puisque comme tous les Trebbiano, l'oxydatif lui va bien, en développant des notes qui sont des notes plus de cire, plus de fruits confits. C'est assez intéressant ce que ces vins donnent, et en élevage et en vieillissement. Donc ça fait partie de ces vins que, bizarrement, peuvent avoir une deuxième vie. C'est un peu, je ne sais pas si vous avez jamais goûté les sémillons d'Australie, qui ont une vraie vie après 10 ans. Voilà, on se révèle, c'est comme ces acteurs que tout d'un coup, vieux, ont un truc tout à fait différent. Et c'est un peu le côté des Trebbiano qui est plutôt en ce sens. Donc oui, les Verdicchio vieillissent plutôt pas mal, mine de rien. Dommage, on perd un peu cette tradition qui est celle des Verdicchio un peu vieux, mais c'est intéressant et ça vaut la peine. Voilà, ça fait partie des choses qui peuvent arriver, vanille, miel, amandes, voilà, qui sont plutôt chouettes. On en avait aussi des versions passeriers, donc doux, mais qui ont pratiquement disparu. C'est plus du tout d'actualité.
la mode des blancs secs a vraiment rayé de la carte toutes ces autres versions moins modernes. Voilà. Donc, les becs sucrés n'existent pratiquement plus. Voici donc à quoi ressemble grosso modo. Les terres donc, sont différentes. Elles sont rouges, mais en argile. Donc, nous sommes sur des terres assez riches. Et vous voyez bien, donc, on a un côté un peu compaction, on a un côté vraiment terrain profond. Et voici le verdicchio. Et comme vous voyez, ouais, on a toujours ces petites nuances et influences légèrement vertes, même lorsque le raisin est totalement mûr. Donc, ça, c'est un peu sa vie. Et voilà, c'est arrivé le moment. Il y a d'autres propositions d'accords ce vin vous a plu? D'autres accords? Non. On s'offrait les langoustines. Ça a plu à tous. Oui, la seule chose sur la langoustine, attention au liquide. Quand vous faites des accords mets-vins, c'est vrai que vous faites attention aux arômes, vous faites attention au goût pour éviter les pointes, notamment d'amer. Faites attention aussi aux textures. Très souvent, les textures liquides, au bout d'un moment, ennuient tout le monde. Hein, votre bouche s'ennuie vite. Sachez qu'une des façons de s'en sortir, c'est de changer de rythme. C'est la raison pour laquelle un bon maître d'hôtel vous signalera si vous avez pris 2 fois le même ingrédient. Mais de la même façon, un sommelier qui se lance sur une envolée 6 chardonnays d'affilée va au bout d'un moment avoir une sorte de déjà-vu dans le client qui le met un peu en position de s'endormir. Oui, c'était bien, mais bon. Donc, c'est la même chose lorsque vous faites liquide. Je me méfie à nouveau. Lorsque ce que vous mettez en bouche a une texture cuillère et ce que vous mettez de nouveau en complément à la même texture, au bout d'un moment, vous vous faites emporter par une sorte d'ennui qui se place. Le côté croquant, tendu et le fait que le vin aide, par exemple, à la mâche fait partie d'un plaisir qui est un plaisir qu'on ne contrôle pas. Voilà, ça fait partie de ces instants primaires. Donc attention, c'est vrai que les consommer, les velouter, et puis aujourd'hui on est sur cette idée des bouillons, des nages. Pour les accords mets-vins, c'est pour les vins, c'est toujours les vins qui trinquent d'ailleurs, hein, je vous le dis dès le départ. Donc si vous êtes là et vous êtes les paladins de votre carte des vins, n'hésitez surtout pas. Voilà, alors je sais que c'est difficile d'intervenir sur un chef, ça dépend du chef d'ailleurs, mais oui, mais vous pouvez le dire au client, voilà, moins de nage si vous voulez véritablement que votre vin porte correctement l'accord mets-vins. Donc c'est vrai qu'un bon service fait qu'on n'endort pas, mais sur tout ce qui est texture cuillère, vos vins vont un tout petit peu avoir du mal à briller grandement lorsque vous les servez. Voilà, c'est la seule chose. On n'y pense quasiment jamais. Et puis, si votre nage est chaude, attention à la modification de la température dans votre bouche. Puisque si vous augmentez davantage la température de votre bouche, lorsque vous mettez du vin en bouche, l'alcool ressort avec plus de véhémence. Donc, si vous avez un consommé qui est généralement servi assez chaud ou une veloutée qui est servie assez chaude, attention. C'est la même chose lorsque vous travaillez avec les glaces, hein, par reflet inverse. Ça veut dire que dès que vous avez quelque chose de chaud, choisissez des vins au degré légèrement plus bas. Dès que vous avez quelque chose de vraiment froid, que du coup anesthétise votre bouche, vous allez pouvoir chercher des vins au degré d'alcool plus élevé. Les fameux Muscat français, fortifiés, Bombe de Venise, fonctionnent très très bien sous des desserts glacés, la fameuse pêche melba, parce que votre bouche anesthétisée par la glace reçoit cette petite, ce petit chauffage des 15 degrés de votre muscat et ça se réanime un tout petit peu et la chose fonctionne bien. Donc attention, vous pouvez jouer aussi sur les prémices de votre bouche pour pouvoir par la suite intégrer ces notions sur l'accord mets-vins. Ça peut être aussi intéressant. Bon, compagnie, allez, hop, une vraie région intéressante, faite de grands contrastes. Et c'est le moment. Voilà, hop, notre petit bouillon de légumes.
et le cépage Fiano. Alors pareil, pour le Fiano, mille et une théories sur l'origine du Fiano. Beaucoup s'accordent pour dire que c'est une déformation de Vitis apiana, donc Fiano. Mais d'où viendrait-elle? Alors, d'une importation directe grecque, d'une déformation de apis et donc apiana dans le sens qui attire les abeilles, d'un cépage qui aurait été importé par des populations apianées que les Romains ont déportées en tout et pour tout de Ligurie pour repeupler la Campanie en 2e siècle avant Jésus-Christ. Bon, les Romains n'y allaient pas pour... se faisaient pas trop de soucis. Ils avaient un truc à faire, ils le faisaient. Donc, ils ont pris des gens, ils ont dit, vous allez déménager, hop, là, déportation. Et ils les ont mis plus bas parce qu'il y avait moins de monde. Donc voilà. Ces gens auraient donc transporté le cépage, point d'interrogation. Ce qui est sûr, c'est que le Fiano fait partie d'une triade très importante avec le greco et la falanghina qui sont emblématiques de Campanie. Voilà, s'il y a 3 cépages dont il faut se souvenir en Campanie, c'est bien la falanghina, il Fiano et il greco. La falanghina est très souvent à consommation rapide, c'est très citronné, c'est très minéral, c'est très speed, ça fait des vins morts et fruits, voilà, c'est un peu ça. Fiano et greco sont des cépages à pellicule plus épaisse qui viennent donc de temps et de lieux bien plus éloignés dans l'histoire et dans l'espace, chose qui en fait un cépage rapidement complexe qui se prête donc à 1001 interprétations différentes, dont les vins oranges. Voilà, et donc ça c'est ma petite introduction sur ce que l'Italie fait, le fait d'une façon diffuse. Donc la macération pelliculaire est une sorte de recherche de complexité sur les vins blancs qui sort un peu du cadre français de fermentation et élevage en fût de chêne, repos sur lit, même si, bien évidemment, lorsqu'on parle de macération pelliculaire, le repos sur sédiment est évident. Ça, c'est s'il y a une chose qui est certes, c'est qu'on ne se méfie pas de la possibilité de rester sur lit et donc de continuer à grandir avec donc, tout ce qui est résidus du fruit et résidus de la peau. Donc, c'est un peu le cas en ce sens. Et j'ai choisi donc le Fiano de Cantina Giardino pour 2 raisons principales. C'est que il s'agit de mari et femme, Gruttola, qui ont décidé de sauver un patrimoine de vignes qui avait comme caractéristique d'avoir au moins 50 ans. Donc, ils ne se sont jamais intéressés à des vignes plus jeunes et ont eu la capacité parfois de préserver des parcelles qui ont entre 100 et 200 ans. Des parcelles assez impressionnantes puisque la Campanie est peut-être la dernière région sur laquelle on verra encore cette fameuse treille haute qu'on appelle pergola. Et ça, en ce cas, c'est la pergola irpina sur laquelle on a ces monstres, puisque je vous montrerai les cèpes, c'est des arbres en vérité, et que personne ne voulait puisque bien évidemment, là, je fais une diminution de production. Le Fiano a déjà une production pas très régulière, donc oui, on a ces grands monstres qui font pas tant de raisins que ça. Eh bien, les Gruttola, qui étaient enseignants à l'école, ont pendant très longtemps continué à faire leur premier métier et vinifier par plaisir avec un groupe de copains pour le pur esprit de garder ces fameuses vieilles vignes. Donc, prenez ces vignes en fermage pour la seule raison de ne pas les voir disparaître, arracher et replanter avec des choses beaucoup plus récentes et beaucoup plus modernes. Donc, c'est de là qui va naître cette aventure. Aujourd'hui, en revanche, ils vivent totalement de leur métier. Ils ont 7 hectares, mais fait de donc, ce morcellement de parcelles qui ont donc comme caractéristique d'être un parc de vignes qui ont entre 50 et 200 ans. Donc, ça, c'est ces gens qui ont donc expérimenté pour la plupart, parce que venant d'un monde qui n'était pas forcément un monde onologique ou de création onologique, ont cherché leur route et leur envie, donc avec plein d'essais différents.
Donc Fiano, Falanghina, Greco et aussi Aglianico qu'on rencontrera le long de ce parcours raisin rouge qui est l'autre raisin emblématique donc, de Campanie. Comme eux, la Campanie a quand même pris des décisions fortes, je vous le disais déjà hier, plus de 150 cépages autochtones répertoriés uniquement en Campanie, aucun cépage internationaux ou italiens d'autres sortes acceptés dans les DOC. Si vous voulez commencer à planter autre chose qui ne vient pas de Campanie, vous avez les IGP. Mais dans les DOC et DOCG, rien n'est autorisé qui ne soit pas endémique de Campanie. Ou au moins reconnu en Campanie depuis plus de 1000 ans. Voilà, hein, pour se mettre un tout petit peu à l'abri de mais ça ne vient pas de chez toi. Voilà. Hein. Une région avec une influence maritime forte, une zone et un mélange volcanique assez impressionnant, puisqu'on a des volcans purs, le Vésuve, les Campi Flegrei, les volcans éteints de Roccamonfina, mais on a aussi des dépôts de cendres qui, depuis longtemps, vont en effet s'entremêler, type lasagne, avec donc des des dépôts sédimentaires. Une région comme l'Irpinia, vous ne savez pas exactement où vous êtes et à quelle profondeur vous allez rencontrer les cendres. Mais on peut avoir jusqu'à 10 mètres de cendres. On peut avoir des tuffeaux verts, des tuffeaux gris, qui viennent aussi donc, de ces fameuses activités volcaniques et éruptions volcaniques. Alors, en ce cas, plinienne, ça veut dire explosive et fortement destructrice, qui ont en effet modifié de façon assez complète parfois le panorama de la région. Donc, même dans une même zone, on peut avoir plus ou moins de volcans, plus ou moins de grès volcaniques, de cendres compactées ou de l'argilo-calcaire pur sur donc, des situations totalement sédimentaires. C'est donc une région assez intéressante dans l'expression de ces vins, puisque assez imprévisible. Et techniquement, plus vous rentrez à l'intérieur, et plus donc ce contexte mixte va en effet prendre tout son sens. Des collines, des microclimats dus parfois à des reliefs qui vont un tout petit peu couvrir certaines zones qui perdent un peu ce contexte méditerranéen, mais tout en restant déjà méridien d'Italie. Hein. Donc, c'est des vins chauds, c'est des vins intéressants. Et voici donc l'Avellino, donc Fiano di Avellino, l'appellation qu'on va en effet toucher. Et du coup, effectivement, voilà, plein de communes différentes et plein de situations différentes qui vont un peu se confondre avec celle d'une autre appellation intéressante qui est Aurasi, qui est celle donc destinée plutôt à l'Aglianico. Voilà. Donc, vous voyez bien chaque petite commune et puis des DOC et des DOCG qui vont en effet se surposer de façon à arriver à ce mosaïque de petites zones et de sous-dénominations qui peuvent effectivement commencer à apparaître. Et voilà, donc nous sommes sur les lieux dits Lapio et Candida. Nous sommes à 500 mètres pour Fiano. Et nous sommes sur des sols qui sont majoritairement marne calcaire et argilo-calcaire. Voilà. Et voici donc. C'est qui le volontaire? Je ne suis pas volontaire. Bon, ok, allez. Du coup, nous sommes en présence d'un vin blanc, dit aussi orange, avec une belle robe orange pâle sur des reflets jaunes, légèrement voilée d'une intensité faible à moyenne, avec une petite viscosité et un peu mat. Le nez est net, très ouvert et agréable. Une belle complexité qui s'ouvre sur des arômes, d'agrumes un peu ici je sens un peu mandarine. Il y a également aussi une présence d'acidité volative, c'est ce que j'ai senti en premier. Tout à fait. Avec aération. J'avais aussi des petites notes tropicales j'avais la mangue ici, la mangue et aussi des petites notes d'herbes coupées, foin un petit peu. Oui, je suis d'accord. Presque méditerranéenne. Voilà. Ça donne ces sensations de bouquet garni un peu. Geneste. Hein. Très agréable.
L'attaque en bouche est franche, nette. Elle s'ouvre, le milieu de bouche s'installe sur une belle fraîcheur, mais aussi qui est portée par les agrumes et des beaux acides, une belle fraîcheur. Et une tonalité aussi de fruits secs. J'ai un peu d'amandes, presque grillées. Bon, c'est pas torréfié, mais un peu grillé. Et en milieu de bouche, je sens j'ai aussi un arôme de maïs, mais presque popcorn. Oui, ici. d'accord. Ouais. Je servirai ce vin entre 12 et 14 degrés. Et ouais, je l'ai servi en rouge et on est sous des températures de rouge. Donc je le manipule exactement comme un rouge. Ok. Bon, bah alors plus 14 peut-être. Ce matin, on était à 12,5. Donc à mon avis, vous l'avez eu dans le verre autour des 14. Alors pour les accords, j'ai plusieurs... Enfin, je sais pas trop, avec les vins oranges, je pensais peut-être on parlait de la Corse, à un brooch frais mais un peu grillé avec une sauce à la clémentine pour faire écho aux agrumes, un peu miellé pour que ça soit relevé aussi, et une tuile de maïs pour rappeler le maïs. Et je pense qu'également ça peut s'associer avec un plat asiatique, enfin la cuisine asiatique un peu relevée, ça pourrait tenir, non Relevé dans quel sens? Bah, je sais pas, un peu miso, etc. Mais ouais, les misos me vont bien. Ouais. Les misos sans problème. Voilà, il n'y a pas de souci sur ça. Pour moi, on peut aller chercher même un peu plus loin. Viande blanche, en général, des suprêmes ou des blancs, voilà. Mais on peut aller chercher veau et cochon, sans problème. Allons assez loin avec des quasi de veau un peu rose. On peut aller chercher des accords sur, oui, par exemple, herbes, algues, des choses un peu particulières. Je sais que j'ai goûté une fois un quasi de veau qui avait été lardelé, mais avec des anchois, par exemple. Donc, des choses un peu particulières qu'on ne s'attend pas directement. En Asie, on vous fait la partie ventre de cochon avec la peau et la couenne totalement croustillante et caramélisée. Et on vous le coupe en petits cubes que vous mettez en bouche. Mais on a des choses qu'on fait plus simplement chez nous. Un petit côté oreille de cochon croustillante. J'y vois rien contre. Okay. Merci. D'autres idées? Parce que ça, c'est des vins qui ne sont pas super simples. La position, par exemple, de l'acidité est totalement différente. Les premières fois qu'on a goûté des vins oranges, en effet, on a une position de l'acidité en bouche qui n'est plus du tout celle d'un vin blanc. L'acidité n'est plus libre, sans arriver au tanin, puisqu'on n'a pas... Bonjour. Sans arriver aux tanins, puisque les tanins ont une petite emprise, on a une petite rugosité, mais on ne peut pas l'appeler tannique, on a quand même quelque chose qui contraste la salivation libre. Sur les blancs, ce qui fait d'un blanc un blanc ou d'un rosé un rosé, c'est que vous n'avez rien en termes de polyphénol qui vous empêche de saliver librement. Ici, vous avez un instinct de salivation, mais sans saliver réellement, qui est déjà des rouges et qui est donc fait par ces extractions de substances qui viennent directement de la pellicule. Et du coup, ouais, ça oui. Ah ben ça c'est assez classique d'avoir une pointe de volatile qui porte les arômes de fruits. C'est pour ça qu'on a ces envolées un peu pêche, un peu tropicales. Autrement, on ne les aurait pas. Ça, c'est des vins qui sinon s'écrasent et s'estompent un peu sur le bas. Tout à fait. Vous pensez à d'autres accords, les autres collègues? Oui. Un poulet rôti, pourquoi pas, avec des herbes de Provence et un citron. Ah ben oui, ça me va. Ça me va. Et vraiment, on peut aller assez loin dans ces ingrédients que généralement, on élimine sur la viande puisqu'on considère
que ça ne tient pas, on a fait un repas assez sympathique avec, on avait du bœuf, donc vraiment une partie du filet de bœuf, qui en revanche avait été totalement recouvert par de la bonite séchée. Et on a fait un ensemble, on a travaillé en ensemble de la salicorne, on a travaillé une crème acidulée et on l'a proposé avec un blanc de ce genre. Et franchement, c'était vraiment pas mal. Avec un bœuf cuit rose, mais de façon qu'il ne soit pas saignant du tout, parce que je ne voulais pas de sang. Parce que dès que vous passez dans le sang, on a fini. Hein. Les blancs ne tiennent plus, comprennent plus. Dès que vous avez du sang en bouche, c'est fini. Vous avez du fer, vous avez de la minéralité, les blancs deviennent complètement à côté. On est totalement stone par rapport à ça. Et l'idée était celle vraiment de permettre à un blanc d'accéder dans le monde du bœuf. Le bœuf qui a été mis au service de la texture, pas forcément des arômes. Et on l'a en revanche enrichi de toute une série d'arômes de la mer. La poutargue fonctionne hyper bien sur un vin de ce type. La poutargue qui est un des ingrédients les plus difficiles de la cuisine, puisque très personnel et puis très particulier, en développant ce côté marin et un peu umami qui est très fort. Mais oui, tout ce qui est poisson séché, poisson en conserve, capre, fonctionne très très bien avec ce type de vin. Oui. Si. Ça me va très très bien, a voglia, e come no. Ça me plaît ça aussi. Ça me plaît ça aussi. Les triples crèmes me vont bien avec les vins oranges. Surtout sur ce type. Ça veut dire qu'il n'est pas encore parti vers les boisés, vers les sous-bois, mais garde ce côté encore fruité, un peu tropical et un peu exotique. Ouais, je suis bien d'accord. Pourquoi pas tagine d'agneau? Ouais, pareil. C'est des jolis plats que parfois on perd parce que avec les rouges, on comprend plus. On a du raisin sec, on a des fruits secs, on a le côté date, les vraies tagines nobles, voilà. Ou les vrais couscous un peu des jours de fête ont une âme blanche, mais c'est des vins à safran, c'est des vins à curry, c'est des vins qui se prêtent à des épices que généralement on écrase avec les rouges parce que les rouges vont aller ailleurs. Pareil, très très bien, bien sûr. On peut travailler très très bien et on peut penser très très bien à des choses comme ça, bien évidemment.